médecin malade, hein, pollué par Internet. Et donc, il a bien voulu, hein, et puis finalement, il m'a dit l'autre jour, mais c'était drôlement intéressant. Oui, c'était très très intéressant parce que ça m'a beaucoup interrogé sur ma pratique de médecin. Et cette interrogation m'a permis de voir Internet autrement. Alors déjà, on a beaucoup entendu parler des avantages du numérique. En même temps, on a parlé des inconvénients. On a parlé du numérique en bien, en disant que le numérique avait changé notre vie. Mais est-ce qu'on peut remplacer le médecin par un écran? Alors, avant d'aborder ce thème, ce que Internet et les réseaux sociaux ont changé dans la relation médecin-patient, on va d'abord voir ce qu'est une relation médecin-patient. Ensuite, je vous dirai ce qui n'a pas changé malgré Internet et ce qui a changé avec Internet. Alors, la relation médecin-patient, c'est une relation soignant-soigné. C'est une relation d'attente et d'espérance mutuelle. Le médecin attend quelque chose et le patient aussi est en attente. Et c'est une relation interactive entre deux sujets communicants qui ont un objectif commun, le soin, mais aussi des craintes spécifiques. Et dans cette relation médecin-patient, la confiance est la base. Confiance, une attitude à se fier. Alors, dans la relation médecin-patient, qui fait quoi? Le patient s'exprime, du moins, il faut lui permettre de s'exprimer. Il faut tomber sur un bon médecin qui laisse le temps au patient pour s'exprimer. On en reparlera. Dans cette relation, il y a une expression non verbale. Et on estime que 70% de la communication interpersonnelle serait de nature non verbale. Pour décrypter comme il faut connaître son patient, il faut observer. Donc le médecin doit observer, écouter, interroger, examiner. Le patient est la plupart du temps un sujet souffrant, en questionnement, en demande. Et le médecin a un savoir technique, une connaissance scientifique qui lui confère le pouvoir, mais le pouvoir de soigner. Et bien sûr, dans cette relation, il y a quelqu'un qui serait passif, on y reviendra, et quelqu'un d'actif, quoique. Mais il faudrait savoir que le patient possède une représentation de son corps, de ses organes, de la maladie et même des traitements très, très éloignés des définitions médicales. Donc, le bon médecin, dans la relation médecin-patient, doit prendre en compte cette part d'irrationnel pour que la relation soit une relation humaine. Les attentes du patient, c'est le soulagement, c'est l'amélioration des symptômes, c'est un réconfort, c'est la guérison ou la réparation du handicap, mais aussi c'est avoir des repères pour donner du sens à ce qu'il vit. Quant au médecin, vous le savez, il a besoin de reconnaissance aussi. Il a besoin de la confiance du patient. Il veut pouvoir réparer. Il veut pouvoir guérir. C'est Hippocrate qui le disait. Accompagner toujours, soulager souvent, guérir parfois. Et il faudrait que le médecin rassure,
et puisse avoir une éducation adaptée pour rendre le patient autonome. Il y a des craintes dans cette relation. Du côté du patient, il y a la crainte de la maladie, la crainte de perdre la santé, de perdre une vie sans souci jusqu'à présent, de perdre son autonomie, de perdre la vie, et il y a même la peur de la mort. Et de son côté, le médecin a des craintes également, même s'il se présente comme une personne rassurante et sûre d'elle, le médecin a peur de passer à côté d'un diagnostic, de ne pas être à la hauteur. Il a peur de faire des erreurs. Il a peur de découvrir ou d'annoncer une maladie grave. Bien sûr, le soignant, le médecin, dans cette relation, est piégé dans une situation paradoxale. Être à la fois le soignant et celui qui inflige au patient la blessure de la révélation de sa maladie. Et face à une maladie incurable et potentiellement mortelle, le soignant est douloureusement renvoyé à ses propres limites, à sa vulnérabilité, à l'angoisse de sa propre mort. Donc, dans cette relation patient-médecin, il y a des craintes spécifiques. Et là, j'en ai fini avec quelques caractéristiques de la relation médecin-patient. Deuxième question, qu'est-ce qui n'a pas changé malgré Internet? Malgré Internet, le patient a besoin d'être reconnu. Il a besoin d'être écouté. Il a besoin d'être accepté. Il a besoin d'être accompagné. Le patient doit être reconnu comme une personne unique dans toutes les dimensions de son être et non réduit à un cas clinique ou à un organe. Le corps du patient n'est pas réductible à sa seule dimension biologique. Donc la technique ne suffira pas dans une relation médecin-patient. Alors, une communication de qualité, il la faut, malgré Internet. Dans cette relation, il faut deux personnes. Sinon, il n'y a pas de relation, ça a été dit. Le médecin doit avoir ce qu'on appelle une empathie. C'est la capacité à comprendre ce que le patient ressent et à le lui signifier. Et ça, ce n'est pas facile, hein, d'être empathique. Le médecin doit favoriser l'expression du patient. Vous savez que les patients, la plupart du temps, au cours d'une consultation, n'ont pas le temps d'arriver jusqu'au bout de ce qu'ils ont à dire. Ils sont coupés à chaque fois. Alors qu'avant de donner une information au patient, le bon médecin a besoin de points de repère pour adapter son message. Là aussi, les anciens disaient, bien dire, c'est d'abord savoir écouter. Comment peut-on donner une information adaptée si on n'a pas écouté la personne? Donc, malgré Internet, le médecin est là pour déchiffrer la plainte, rétablir certaines vérités, recadrer, communiquer sur les points essentiels qui préoccupent le patient. Le poids de la parole du médecin malgré Internet. Alors, personne ne remplacera la légitimité du médecin dans ce qu'il énonce. Dans une relation médecin-patient de qualité, la parole du médecin fait loi, car c'est une parole investie. C'est une parole personnalisée et qui est délivrée dans la relation de soins. Alors, on parle beaucoup d'éducation thérapeutique, on parle d'alliance thérapeutique. Pourquoi? Parce que le modèle paternaliste qui prévalait depuis Hippocrate
a été remplacé de nos jours par un modèle plus égalitaire qui valorise l'autonomie du patient, qui est devenu un partenaire de soins. Le patient doit bénéficier d'une information loyale, sincère, compréhensible et adaptée à la demande du patient, à ses besoins, à ses ressources, à ce qu'il est prêt à entendre à un moment donné. Donc vous voyez qu'on a tout faux, hein? Une information adaptée aux attentes du patient, à ce que le patient est prêt à entendre. Alors sur Internet, le patient peut se perdre dans les méandres des informations qui sont délivrées, alors que dans une bonne relation, l'information est donnée pas à pas. L'information se délivre au rythme de chacun, et chaque patient est un cas particulier. Et quand on nous dit de respecter les préférences du patient, de faire une alliance thérapeutique, je ne sais vraiment pas comment on peut faire cela par la technique. Il faudrait une relation humaine, et dans une relation, il faut absolument 2 personnes. Sinon, on peut communiquer avec les esprits, bien sûr. Alors, relation soignant-soigné, dernière partie, ce qui a changé avec Internet. J'ai appelé ça la crise de confiance. Il y a des médecins qui redoutent les informations recueillies sur Internet que les patients évoquent en consultation. Est-ce que, ça c'est une question, est-ce que la parole du médecin a le même poids face à un patient qui a un savoir théorique solide? Parfois, le patient en sait plus que le médecin sur une pathologie donnée. Surtout dans les pathologies chroniques, le patient vit au quotidien avec sa maladie et il est très, très informé sur sa pathologie. Il est en avance. Alors le médecin a intérêt à se mettre à la page. Sinon, méfiance. Méfiance du patient face à un médecin qui n'est pas au courant des données récentes. Et dès qu'on se méfie, on ne se fie plus. Donc cette relation de soins basée sur la confiance devient une relation suspicieuse. Et là, on a cassé quelque chose dans la relation médecin-patient. Il peut y avoir une compétition entre la parole du médecin et ce qui est lu ou entendu sur Internet. Vous savez que les réseaux sociaux peuvent faire renforcer le pouvoir d'un médecin ou carrément briser la carrière d'un médecin. Bien entendu, tout se sait aujourd'hui et tout se dit. Le bon chirurgien qui opère très bien, ça se sait. Et celui qui a fait beaucoup d'erreurs, ça se fait aussi. C'est plus comme avant. Néanmoins, l'outil virtuel peut pallier les insuffisances de la relation. Mais quand on dit insuffisant de la relation, encore faut-il que ce soit une bonne relation. Dans une bonne relation, il faut beaucoup d'empathie. Dans une bonne relation, il faut de l'écoute active, l'écoute réflexive. On l'a dit, il faut que l'information soit loyale, sincère, compréhensible. Il faut que le patient ait son espace pour s'exprimer et pour poser des questions. Quand le patient n'a pas tout ça, bien sûr que l'outil virtuel peut pallier les insuffisances de la relation. Donc le patient ira sur Internet pour combler ce vide. Un médecin qui n'est pas empathique, qui va trop vite, le patient n'a pas pu poser ses questions, il va se tourner vers Internet pour avoir la suite. Un patient qui n'a pas compris, tout à l'heure on disait que dans une relation, lorsqu'on informe quelqu'un, il faut être sûr que la personne a compris. Il y a ce qu'on appelle la reformulation. Dans une consultation médicale, le médecin peut croire à tort que le patient le comprend, mais le patient n'a pas compris. Donc, en reformulant, on s'assure que le patient a compris. Un patient qui n'a rien compris est sorti poliment de la consultation, mais il va aller pianoter pour avoir plus de détails, plus de compréhension. Donc, dans une mauvaise
une relation médecin-patient inachevée, le patient se retournera vers Internet pour avoir des informations. Mais le danger, quand on va sur Internet, parfois, il y a des apprentis sorciers. Parfois, on peut malheureusement, avec Internet, retarder un diagnostic. On peut malheureusement ne pas comprendre ce qui est dit. On peut faire de l'automédication avec les conséquences. Il peut y avoir des complications graves. Mais Internet est un outil formidable. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on le sait. La télémédecine, on en a parlé. Regardez, vous pouvez indiquer votre iPhone comme médecin de premier recours. Diapo. Là aussi, la télémédecine n'a pas qu'une vocation économique. Vous rentrez chez vous, vous vous allongez et on peut vous opérer tout de suite via Skype. Diapo. Alors, pour que la télémédecine marche, bien sûr, il faudrait que les deux personnes, c'est un pont entre patients et professionnels de santé, et il faut que de chaque côté du pont, il faut qu'il y ait une certaine force. Pour que ça marche, tout dépendra de la force de chaque côté du pont. Diapo. La télésurveillance, ça c'est super dans les maladies chroniques, on l'a dit. Dans le diabète, vous savez que parfois, il faut suivre les glycémies au jour le jour. Et on ne peut pas attendre 3 mois ou 2 mois d'avoir sa consultation. Et tout de suite, on a des informations, on a des questions à poser. Et par cette télésurveillance, on peut avoir des spécialistes qui répondent tout de suite à la question qu'on se pose, comment adapter ces doses. C'est valable pour l'insuffisance rénale, pour le diabète, pour toutes les maladies chroniques. Ça peut être un outil formidable. Diapo. Alors, la téléconsultation qui a commencé à être remboursée, diapo. Bien sûr, et là, regardez, dans quelques années, c'est peut-être pour demain, on se placera avec le coloscope et on fera sa coloscopie sur les instructions d'un médecin. Les résultats seront lus à distance et il y aura la sanction tout de suite. On pourra tousser, le médecin entendra le bruit de la toux et saura ce que nous avons. Tout de suite, il aura l'imagerie qui lui sera transmise et fera son diagnostic. Diapo. Mais pour moi, c'est la faillite du système. C'est la déshumanisation complète. Je crois que Hippocrate se retournera dans sa tombe, Galilée, Ambroise Paré, parce que ce n'est pas la médecine qu'on nous a apprise. Une médecine suppose un examen clinique. Écouter son patient. Il faut qu'il y ait un échange. Là, il n'y a plus d'échange. C'est le triomphe des examens d'imagerie, le triomphe de la biologie, c'est la primauté de la technique. Où est la part d'humanité? Où est la part d'humanité? Donc, Internet, c'est bien, mais n'oublions pas que le rôle du médecin, c'est plus que d'être un technicien. Alors, bien sûr qu'avant, on ne savait pas tout. Mais aujourd'hui, on sait exactement ce qu'il faut faire pour porter plainte. Le risque de judiciarisation n'arrête pas d'augmenter. Souvent, quand il y a une inadéquation entre la parole du médecin et les informations recueillies sur Internet, les erreurs médicales sont beaucoup plus lisibles. Parce qu'on peut voir quelqu'un d'autre, on peut avoir un autre message, on peut tout comparer. On peut savoir tout de suite que notre médecin est moins bon ou dangereux. Les procédures administratives sont beaucoup plus accessibles. Et malheureusement, cette belle relation médecin-patient peut devenir une relation de méfiance et de suspicion. Donc, Internet a des avantages, mais aussi des inconvénients. Mais cela oblige le médecin aujourd'hui à se former, à ne pas dormir sur ses lauriers, bien sûr. Ça motive le médecin parce qu'il a le souci d'être à la hauteur, le souci d'être à la page, le souci d'être au point sur les nouvelles technologies, les tendances du moment. Et il doit adapter sa communication, il doit soigner autrement. Enfin, pour conclure, il n'existe pas
Ça, c'est une phrase que j'ai piquée à la dame Isabelle Mollet-Massol, qui est psychothérapeute, psychanalyste, et qui fait beaucoup de coaching, et qui aide les médecins dans la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs patients. Il n'existe pas deux types de médecine, l'une scientifique et performante, et l'autre humaine et rationnelle, relationnelle. Il existe de bonnes et moins bonnes médecines. L'enjeu pour la médecine d'aujourd'hui est à la fois d'intégrer toutes les avancées scientifiques et de redéployer la part de l'humain dans la relation au médical. Voilà, ce que je retiendrai, c'est la part de l'humain.